L'Europe affaiblie aurait pu rester sous la coupe américaine si la France, épaulée par une Allemagne qui se devait de rester discrète, n'avait pas tenu à s'affranchir de cette domination. Deux priorités s'imposaient pour résister à l'hégémonie américaine, ou plutôt pour la reproduire. Transformer l'Europe en un grand marché économique, accroître sa puissance en y développant la rationalité scientifique. La science manque d'hommes. Le nombre de scientifiques et de techniciens formés en France chaque année est beaucoup trop faible par rapport à nos besoins. Chez nous, les besoins vont croissant et cependant le rythme de la production risque de diminuer par manque de techniciens. Tout progrès scientifique est fondé de nos jours sur les recherches et la coopération dans ces recherches de milliers d'individus. Les grandes réalisations en cours exigent des techniciens en nombre suffisant pour maintenir leur rythme de production et pour le développer dans l'avenir. La France est riche en cerveaux bien doués, mais ceux-ci doivent être utilisés non selon un mode de vie périmé, mais selon les besoins de l'évolution de plus en plus rapide de nos activités qui est imposée par le progrès scientifique et technique. Cela, c'est véritablement une question de vie ou de mort pour le pays. Les ordinateurs renforcèrent la puissance de ceux qui pouvaient se les offrir, c'est-à-dire d'abord l'État et les grandes organisations. Au-delà de la hantise d'un monde gouverné par une administration technocratique informatisée, ce qui était nouveau, c'était qu'il s'agissait désormais pour l'homme de s'entendre avec une machine à penser. Naturellement, ceux qui vivaient de calcul et de raison furent promus. Ils eurent juste à apprendre le Fortran, le COBOL, selon qu'ils souhaitaient faire carrière plutôt dans la technique ou plutôt dans la gestion. Des armées de scientifiques et de techniciens furent monopolisées pour formaliser les activités que l'on confiait à des machines qui pouvaient travailler sans interruption, de jour comme de nuit, dans un bureau, dans une cave, dans le ciel. De plus en plus nettement, la connaissance rationnelle devenait un instrument immédiatement disponible pour ceux qui seraient les leaders de l'évolution. Une évolution qui jusqu'à présent avait conduit les êtres à s'affronter sur Terre. Or, l'esprit ayant atteint des sommets, il advint que la géographie de nos combats se trouva trop rétrécie. Il lui fallait désormais une nouvelle dimension. En s'appuyant sur les techniques du radar et des lanceurs balistiques développés pendant la dernière guerre du monde, l'homme entendait éprouver sa force dans l'espace. Certains, qui voulaient à tout prix trouver un sens à l'histoire apparemment absurde des hommes, pensèrent alors que leur destinée consistait à exporter la vie et les luttes qu'elle entraîne en dehors de notre planète. Tout ceci fut facilité grâce à l'aiguillon de l'excitation ressentie par l'esprit qui découvrait. L'examen des mystères de la nature constituait pour les chercheurs un refuge intellectuel préservé de la fureur de l'histoire. To go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, to win, to win. Il advenait parfois que l'esprit découvrit des phénomènes si fascinants que la religion des hommes s'en trouvait bouleversée. A new era in worldwide communications was opened with the orbiting of Telstar, a satellite carrying complex electronic equipment. Once in orbit, Telstar picks up a signal from Earth, magnifies it 10 billion times, and relays it to a receiving station. Pictures that were broadcast from the US to Europe and back at remarkable clarity. Pour préparer la mise en service du satellite de télécommunication Telstar, le laboratoire de recherche d'ATT avait recruté une équipe de physiciens. Mais comme entre-temps, le Congrès américain avait décidé que le géant ATT ne serait pas habilité à se lancer dans ce nouveau business, Arno Penzias et Bob Wilson eurent tout le loisir de pointer leur antenne un peu plus haut dans le ciel.
Grâce à ce hasard, ils firent la plus incroyable des découvertes du siècle, la trace fossile de la naissance de notre univers. Même si depuis longtemps les théoriciens avaient imaginé ce Big Bang, ils ne pouvaient y croire vraiment. Qu'on pût entendre l'écho de cette explosion vieille de 18 milliards d'années dépassait l'entendement, même celui des physiciens. Ce ne fut pas l'euphorie d'une découverte où, à un moment donné, on a le sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'important. On a d'abord cru qu'il y avait un problème avec l'appareil. Quand nous avons commencé à utiliser notre matériel pour faire de l'astronomie, nous nous sommes aperçus que l'antenne générait plus de bruit que notre source de référence, un radiateur immergé dans l'hélium. Cela aurait dû être l'inverse. Mais nous faisions confiance aux lois de la physique. Et donc ce bruit devait bien avoir une raison. Il devait bien venir de quelque part. On a passé la majeure partie de l'année à essayer de comprendre son origine. D'où pouvait-il bien venir? Un jour, Arnaud était au téléphone avec Bernie Burke du MIT, qui était au courant de certains travaux menés à Princeton. Et Bernie Burke lui dit: « Tiens, j'ai justement entendu parler d'études sur la cosmologie du Big Bang et sur l'origine de l'univers. » Ce fut un grand soulagement et je crois aussi un sentiment de réussite. Mais en fait, à cette époque, la cosmologie n'avait presque encore rien expliqué. Donc ce fut un réconfort que d'avoir une interprétation possible, mais en même temps, nous n'étions pas sûrs que la cosmologie ne soit pas totalement erronée. Et il pouvait très bien exister une toute autre explication à notre bruit. Donc ce ne fut pas l'euphorie d'une découverte où l'on se dit « ça y est, je tiens quelque chose d'important ». Ce n'est que très lentement, au fil des années, que s'est imposée l'idée que la cosmologie était juste et que le Big Bang était bien la raison du bruit détecté par notre antenne. Ce réflecteur est une antenne particulière en forme de cornet. Il nous est arrivé en quelques occasions de l'utiliser pour faire peur à des gens qui pique-niquaient. Et je me rappelle qu'au moment de sa mise en service, il y avait des ouvriers en contrebas de la route qui travaillaient sur le toit d'une maison. Quelqu'un ici a tourné l'antenne dans leur direction et a crié très fort. Ils se sont retournés, mais ils ne voyaient rien. On a crié de nouveau. Du coup, les autres sont descendus de leur échelle et ont déguerpi du terrain en vitesse. L'intelligence facétieuse de l'homme venait donc de reconstituer l'histoire de l'univers depuis sa naissance, nous débarrassant ainsi des vieilles croyances périmées. Elle était parvenue à entendre les rumeurs de cet événement vieux de 18 milliards d'années. Cependant, elle restait sourde au cri des miséreux. La rationalité se développait en étouffant l'âme qu'elle recouvrait.